Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, on vous fait un petit mash-up de sport de combat avec les dernières nouvelles de la WWE et des prochaines cartes des événements US. Merci Jay. Donc, commençons avec la WWE. Le premier combat, ça a été AJ Styles contre Cody Rhodes. Après avoir été attaqué par Styles lors de sa fausse retraite, il y a quelques semaines, Rhodes a accepté le challenge de Styles à la condition que leur match serait un I Quit match à Clash at the Castle. Ce qui a été confirmé immédiatement par le GM de SmackDown, Nick Aldis. C'est d'ailleurs ce match qui a lancé Clash at the Castle. Malgré une fiche de 4-0 dans ce type de match, AJ Styles devra faire beaucoup pour espérer détrôner le champion. Ce fut un match extrêmement physique et pendant plusieurs minutes en faveur de AJ Styles, qui a entre autres menotté Cody Rhodes et eu une altercation avec la mère de celui-ci. Rhodes, qui a fini par se libérer des menottes, et à son tour a menotté Styles à la corde du ring et en le frappant plusieurs fois avec une chaise. Par la suite, Cody s'est emparé des marches en acier. AJ Styles n'eut d'autre choix d'abandonner et de dire dans le micro de l'arbitre les deux mots interdits dans ce match « I quit ». Avec cette dernière défaite, il va être intéressant de voir ce qui va se passer maintenant avec AJ Styles, alors que du côté de Cody Rhodes, il attendra avec impatience son prochain adversaire pour continuer la défense de son titre de champion. Et ensuite, il y a eu le WWE Women's Championship entre Bayley et Piper Niven. Niven et Chelsea Green, qui l'accompagnent, arrivent dans le combat en tant que favoris pour certains, puisqu'elle était à la maison. Après un début de combat où l'on assiste à l'expulsion de Green, après avoir poussé l'arbitre, Piper Niven y est allée de toute sa force, mais n'a pu réussir le tomber. Bayley a ensuite délivré un Bayley to Belly de la troisième corde, mais Chelsea Green est revenue aux abords du ring, vêtue d'un masque pour distraire l'arbitre. Grâce à cette distraction, Piper Niven réussit un Piper Driver sur la championne, mais elle réussit à s'en sortir pour par la suite réaliser un Crucifix Driver sur Niven et réussit à remporter le match, malgré quelques difficultés. Merci Chloé, je vais maintenant enchaîner avec le combat, le Triple Threat Tag Team Match des femmes pour les Tag Team Titles des femmes. C'était Bianca Belair et Jade Cargill qui défendaient leur titre contre The Unholy Union de Alba Fire et Isla Dawn et contre l'équipe de Shayna Baszler et Zoe Stark. Donc vraiment, ce match-là, pour nommer ça dans un grand mot, c'est vraiment surprise. Ça a vraiment été une surprise totale. Alors que l'équipe de Cargill a perdu les titres des tag teams malgré une domination de elle et de sa partner Bianca Belair. Ça a vraiment été Isla Dawn et Alba Fire de Unholy Union contre vraiment toute attente, qui ont réussi vraiment à contrer toutes les tactiques des championnes et ont vraiment causé de la surprise en remportant ce Triple Threat Tag Team Match. Et vraiment, le plus gros highlight aussi de ce match, ça a été le botch de Jade Cargill, car il y avait une des top ropes du ring qui était soit trop lousse, soit trop serrée, et même le ref pendant le match de AJ Styles et Cody Rhodes a averti AJ Styles de ça, lui qui a que son finisher est le Phenomenal Forearm, donc il utilise une des cordes. Donc ça a vraiment été un botch assez drôle à regarder. Un autre botch qu'on a vu dans le match, c'est lorsque Shayna Baszler a fait un sleeper hold sur Jade Cargill et on a très clairement vu Jade Cargill taper. Donc est-ce que c'était... c'est pas clair si c'était un botch ou que c'est un call qui a mal été interprété par le ref ou quoi que ce soit. Donc voilà. Pas le meilleur match de Jade Cargill à la WWE pour l'instant.
Ensuite, nous avons pour le titre intercontinental Chad Gable contre Sami Zayn. Cette rivalité qui prend encore plus d'ampleur chez ces deux lutteurs. Donc, comme à l'habitude, pendant le match, Chad Gable a tenté d'utiliser ses deux pions, si on peut dire comme ça, Otis et Maxine, pour essayer de tirer son épingle du jeu et gagner le titre enfin. Mais les deux, encore une fois, se sont hésités à exécuter les ordres de Chad Gable. Après que Sami Zayn, hors dehors du ring, ait contré le ankle lock de Chad Gable, ce dernier a foncé directement sur la jambe de Maxine qui s'est blessé sur le coup et qui a encore une fois provoqué la colère de Otis qui est après parti backstage avec Maxine sans interférer dans le match qui aurait pu coûter le match à Sami Zayn. Et Sami Zayn d'ailleurs a encore une fois battu Gable pour le titre et en sortant du ring a fait signe à Chad Gable que c'était sa dernière chance pour le titre. Et finalement, pour le main event de Clash at the Castle, pour le World Heavyweight Championship, Drew McIntyre affrontait Damian Priest. Un match extrêmement divertissant avec un public qui acclamait le hometown hero Drew McIntyre, qui est passé extrêmement proche de reprendre son titre que Damian Priest lui avait pris à WrestleMania lorsqu'il a cash-in son Money in the Bank contract. Le plus gros moment du match et de l'événement en soi est lorsque l'arbitre a été mis hors d'état de pouvoir faire son travail, lorsqu'il a été frappé hors du ring. C'est alors que pendant que Drew McIntyre faisait le pinfall, un autre ref est sorti pour compter ce pinfall-là, et c'était évidemment CM Punk qui s'est arrêté à seulement 2 pour évidemment tenter le challenger en bon CM Punk. Drew McIntyre a ensuite attaqué Punk sur le coin du ring, mais Punk lui a mis un low blow, ce qui a pas mal scellé le match pour Damian Priest, qui a pu encore une fois conserver son titre de World Heavyweight Champion. Quelle belle façon de finir ce pay-per-view. Merci tout le monde. Parlons maintenant d'un moment qu'on attendait depuis longtemps de la part de plusieurs amateurs de la WWE, le 17 juin. Donc, le 17 juin, c'était lundi à Raw. Et il y a plusieurs choses qui se sont déroulées, dont une que plusieurs personnes attendaient. Tout d'abord, on a eu le retour de Seth freaking Rollins, qui a débuté Raw et qui est allé d'une annonce qu'il voulait être présent lors du match de Money in the Bank pour espérer remporter une autre fois le contrat pour reprendre son titre aux mains de Damian Priest, qu'il avait perdu, lui, à WrestleMania face à McIntyre, avant que Priest vienne cash-in. C'est alors que Priest est sorti du backstage pour dire à Seth Rollins qu'il n'avait aucunement besoin ni des échelles, ni du contrat, et que à Money in the Bank, lors du prochain pay-per-view, ça allait être lui contre Rollins pour le World Heavyweight Championship, ce qui a été confirmé immédiatement après la promo par le General Manager Adam Pearce. Il y a aussi eu un match entre Chad Gable, qui voulait encore une fois avoir une chance au titre de Sami Zayn, et il est allé voir lui-même Adam Pearce pour demander un match pour espérer retourner dans le haut du classement comme number one contender. Et Pearce lui a dit contre n'importe qui, et Gable a dit donne-moi n'importe qui, je le battrai. Et lorsque Chad Gable est arrivé dans le ring, la surprise générale, la personne que Adam Pearce avait choisi pour affronter Gable, c'était nul autre que Braun Strowman, qui a totalement dominé le match et qui a mis vraiment Chad Gable hors du Intercontinental Picture. Ce qui était intéressant avec Chad Gable, c'est qu'on surveillait extrêmement beaucoup ses faits et gestes à Raw, puisque on le sait très bien, depuis plusieurs mois maintenant, on avait des teases du possible retour de Uncle Howdy, et sur un de ces teases, il y avait bien sûr le carnet
d'Uncle Howdy où les initiales CG étaient inscrites. Donc, tout le monde pensait bien que Uncle Howdy pourrait finir par attaquer Chad Gable durant son match ou bien backstage un peu après son match, ce qui n'est pas arrivé. Comme on le savait depuis à peu près le lundi d'avant, le countdown était enclenché pour le retour de Uncle Howdy et de ses acolytes. Et on savait justement que ça allait être à Raw le 17, lundi. C'est pour ça que je vous ai dit un peu plus tôt que ce Raw était très attendu par plusieurs. Et on a eu plusieurs glitches, plusieurs teases durant tout l'épisode de Raw. Mais il a fallu attendre au dernier moment lorsque Jey Uso a gagné son Triple Threat match pour faire partie, entre autres, du Money in the Bank ladder match un peu plus tard dans le mois. On a dû attendre la fin de ce match et que Jey Uso soit en train de vraiment apprécier sa victoire avec les partisans dans l'aréna. Et c'est là que tout a commencé. Et c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire. Tout d'abord, les lumières ont commencé à s'éteindre à la façon du Fiend, donc Bray Wyatt, comme il le faisait quand il incarnait le Fiend. Ensuite, la musique de Bray Wyatt s'est enclenchée et la porte s'est ouverte avec la première personne qui fait partie du nouveau groupe de Uncle Howdy, Nikki Cross, qui est venue un peu à la façon du Boogeyman à quatre pattes. Elle est arrivée vers la lanterne qui sera une partie intégrale, j'ai l'impression, de la faction. Et elle a commencé à pointer vers le backstage. Et il faut se rappeler que pendant les teases, Uncle Howdy, qu'on pensait bien que c'était lui qui envoyait toutes ces informations, nous avait dit qu'un massacre allait arriver. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque, justement, Nikki Cross a pointé vers le backstage, on s'est rendu avec, bien sûr, la caméra dans le backstage. Et c'est là qu'on a vu le chaos total dans le backstage de Raw. Tout d'abord, on a vu le deuxième personnage qui fera partie de cette faction et le retour en plus d'Eric Rowan, un ancien partenaire donc de Bray Wyatt. On est allé ensuite un peu plus loin dans le backstage où Dexter Lumis était présent. Un peu plus loin par la suite, c'était Joe Gacy et, comme je vous l'ai dit auparavant, il y avait les initiales de Chad Gable sur le carnet de Uncle Howdy et juste avant de voir Uncle Howdy enfin de retour, on a vu Chad Gable étendu par terre ensanglanté. Donc, à la fin de la journée, Gable était un target d'Uncle Howdy et de toute la nouvelle faction. Et ça va être intéressant de voir ce qui va arriver avec Chad Gable après cette altercation. Mais comme je le disais, après avoir vu Chad Gable, c'est Uncle Howdy qu'on voit un peu plus loin. Et de là, lui et tous ses acolytes sont revenus vers la rampe où ils ont fait connaissance, si on veut, ou reconnaissance avec le public de la WWE. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Uncle Howdy, qui est en fait Bo Dallas, le frère de Bray Wyatt, a pris la lanterne et à la fin, juste avant que Raw se termine, a regardé partout et a dit « We're here » et il a fermé la lanterne exactement comme son frère faisait. Donc c'est extrêmement intéressant et ça a été vraiment une pensée artistique de comment ramener Uncle Howdy et tous les gens qui l'accompagnent. Ça a été vraiment incroyablement bien fait. Et je suis sûr que de où Bray Wyatt est présentement, il serait extrêmement fier de et la WWE et de Bo Dallas pour tous les efforts qu'ils ont mis durant tous ces mois pour nous teaser et pour faire vraiment le retour du personnage d'Uncle Howdy. Donc, pour l'instant, les 5 personnes qui sont dans cette nouvelle faction qui s'appelle justement Wyatt 6, ce sont Uncle Howdy,
Bo Dallas, Dexter Loomis, Joe Gacy, Eric Rowan, comme je l'ai dit auparavant, qui fait un retour, et Nikki Cross. Donc, pour le moment, il n'y a aucune nouvelle sur le fait que Alexa Bliss va être ou ne sera pas avec Uncle Howdy. On sait qu'avant le malheureux décès de Bray Wyatt, Alexa Bliss faisait partie intégrale, si on veut, du concept Bray Wyatt, de Fiend et tout ça. Donc, pour le moment, on n'a aucune idée si elle fera partie ou non de cette faction. Ça reste quelque chose qui va être intéressant de voir parce que la faction se nomme Wyatt 6. Ils sont 5 présentement. Mais quand même, j'ai peut-être une petite idée de ce que Wyatt 6 veut dire. C'est peut-être le 6e. C'est en fait peut-être Bray Wyatt. Même s'il n'est plus avec nous, c'est peut-être le fait que la faction est faite pour Bray Wyatt, si on veut. Parce que comme on a bien vu, tous les masques que les nouveaux personnages avaient sur eux, c'est tous les personnages qui étaient dans le Fire Funhouse de Bray Wyatt. Et aussi, si vous avez bien vu sur Uncle Howdy, c'est plus les cheveux blancs comme il avait avant, c'est vraiment des dreadlocks, comme avait Bray Wyatt, et un gant où sur le gant c'est écrit Bray. Alors c'est peut-être Wyatt 6 avec Bray Wyatt, si on veut, avec son âme et son esprit avec l'équipe, ou bien il y aura une place pour un autre superstar de la WWE, Alexa Bliss en l'occurrence, parce que je vois pas vraiment pour le moment quelqu'un d'autre qui pourrait rentrer à part elle. Donc avec cette arrivée d'Uncle Howdy et du Wyatt 6, ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire et qui ils vont attaquer, parce qu'ils ont confirmé dans les teases que ça allait être vraiment un massacre. On l'a vu à Raw, ça a été un massacre backstage et le massacre de Chad Gable, si on veut. Mais maintenant, ça reste à voir aussi qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite et est-ce qu'ils feront partie de Raw et de SmackDown. SmackDown qui sera vendredi. Ça va être extrêmement intéressant de voir si Uncle Howdy sera présent aussi à SmackDown comme il était présent à Raw. Pour finir un peu sur le sujet d'Uncle Howdy, j'aimerais vraiment féliciter l'équipe créative de la WWE, Bo Dallas qui a sûrement fait partie aussi de cette équipe, et bien sûr remémorer un peu Bray Wyatt qui a eu toute l'idée un peu de Uncle Howdy avant son décès. Vraiment, ça a été une extrême belle façon de ramener Uncle Howdy et en même temps de faire un excellent clin d'œil qui sera vraisemblablement encore présent pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années avec cette nouvelle faction. Sautons maintenant directement à la UFC avec la carte qui va se dérouler ce samedi le 22 juin. Donc le combat principal qui était supposé d'être Robert Whittaker contre Khamzat Chimaev a été annulé parce que Chimaev est tombé gravement malade, c'est ce que Dana White nous a annoncé. Donc il a été remplacé immédiatement par Ikram Aliskerov. Donc Aliskerov qui a pris le combat à 2 semaines d'avis. Donc ça va être intéressant de voir ce qui pourrait arriver avec ça. On sait que Robert Whittaker est un excellent combattant. Par la suite, pour le combat co-principal, c'est Sergey Pavlovich contre Alexander Volkov. Ensuite, Kevin Gastelum contre Daniel Rodriguez. Sharabuddin Magomedov contre Antonio Trocoli. Lui aussi, Magomedov a été extrêmement malchanceux. 2 de ses anciens adversaires ont dû être annulés. Donc, Ior Potieria et Jelton Santos ont dû annuler leur combat. Et vraiment, heureusement pour lui, Trocoli, à 2 jours d'intervalle, a décidé d'affronter quand même Magomedov, qui est toujours invaincu. Et pour le dernier combat de la carte principale, c'est Johnny Walker qui affrontera Volkan Ozdemir.
Donc, dans le cas de Aliskerov, le remplaçant de Chimaev, pour lui, ce sera un 3e combat seulement à UFC. Et sur ces 2 combats de réaliser, c'est 2 KO et 2 KO au premier round à 2 minutes 10 face à Phil Haas et 2 minutes 7 face à Alves. La seule défaite d'Aliskerov, si on se rappelle, c'est il y a quand même un certain temps, et c'était contre justement Khamzat Chimaev. Dans le cas de Whittaker, lui, on se rappelle en 2023, lors de l'UFC 290, il avait été passé KO par Dricus Du Plessis au 2e round. Et c'est ce qui avait fait en sorte, d'ailleurs, que Du Plessis est allé par la suite affronter Sean Strickland et qu'il a détrôné Strickland pour la ceinture. Et si on regarde le dernier combat que Whittaker a fait, ça a été une victoire par décision contre Paulo Costa. Donc, ça reste un combat extrêmement intéressant. Est-ce que si Whittaker réussit à battre Aliskerov, aura la chance d'affronter le champion, qui sera le champion à ce moment-là? Ça va être intéressant de voir. On sait déjà à peu près qu'il y aura un combat entre Dricus Du Plessis et Israel Adesanya pour la ceinture. Donc, ça va rester à voir qui sera champion après ce combat. Et peut-être que Robert Whittaker, qui est en bonne position quand même, surtout s'il bat Aliskerov, de retourner pour la ceinture. Du côté de Pavlovich et Volkov, pour Pavlovich, après avoir effectué une série de 6 victoires de suite, a été arrêté au combat qu'il ne devait pas perdre. Ça a été le combat face à Tom Aspinall un peu vers la fin de l'année 2023 à l'UFC 295 où il se battait pour la ceinture de l'interim au niveau des heavyweights puisque John Jones avait été blessé. Et Aspinall avait réussi à KO Pavlovich au premier round à 1 minute 9. Donc, ça a vraiment été une grosse claque dans la face pour Pavlovich, qui était vraiment sur un win streak impressionnant. Et il va devoir affronter un Volkov qui est une légende, si on veut, de la UFC. Ça fait extrêmement longtemps qu'il est là, durable, un géant. Donc, ça reste à voir. C'est intéressant un peu ce match-up-là, puisque Volkov, très grand, Pavlovich, moins grand. Pavlovich a des excellentes mains. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir s'il va pouvoir être capable de reach la tête de Volkov dû à sa grandeur. Du côté de Volkov, lui, est sur une lancée de 3 victoires après avoir battu par KO Jairzinho Rozenstruik, Alexander Romanov et sa dernière victoire à l'UFC 293 face à Tai Tuivasa par soumission. L'ont mis un peu dans une position intéressante, ce qui veut dire que Pavlovich, normalement, s'il gagne, il serait, si on veut, le nouvel aspirant à la ceinture pour l'instant de Tom Aspinall, puisque John Jones est toujours sur la liste des blessés. Eh bien, si Volkov réussit à battre Pavlovich, ça pourrait être extrêmement intéressant pour lui et peut-être qu'il aurait le droit à un combat entre lui et Tom Aspinall pour la ceinture intérimaire, en attendant bien sûr le retour de John Jones. Pour ce qui est du combat entre Gastelum et Daniel Rodriguez, dans les deux cas, les deux combattants arrivent avec leur dernier combat perdu. Daniel Rodriguez, lui, est sur une série de 2 défaites, tandis que Gastelum, lui, a perdu son dernier combat face à Sean Brady par soumission au 3e round. Donc, pour les deux combattants, ça va être vraiment important d'y aller pour la victoire, coûte que coûte. Surtout du côté de Rodriguez, puisque 3 combats avec défaite, ça pourrait être un signal d'une peut-être fin d'un contrat avec la UFC. Pour ce qui est de Gastelum, lui, une défaite à son actif, 2, ça serait pas mieux non plus. Donc vraiment, les deux combattants vont devoir y aller le tout pour espérer remporter la victoire. Du côté de Magomedov et Trocoli qui n'a pas encore été une fois dans l'octogone en UFC, tous ces combats ont malheureusement été annulés avant cela. Et disons qu'il y va contre un Magomedov avec 12 victoires, aucune défaite, dont la première fois où il a fait
éruption à l'UFC avec une victoire un peu, disons, contestée, due au fait que la plupart du temps pendant le match, il était au sol, en position défensive et ne faisait qu'attaquer de sur son dos. Donc, il a eu la victoire, mais ça a été extrêmement contesté. Donc, ça va être extrêmement important dans ce combat-ci que Magomedov utilise sa technique debout et s'il va au sol, qu'il essaye immédiatement de se relever et de ne pas accepter, dans le fond, d'être dos au tapis. Du côté du dernier combat de la main card, c'est Johnny Walker contre Ozdemir et vraiment, pour Johnny Walker, ça va être extrêmement important de revenir sur une bonne performance puisqu'à son dernier combat, il a été foudroiement mis KO par Magomed Ankalaev qui, on vous le rappelle, le combat d'avant était à l'UFC 294 contre ce même Ankalaev et ça avait fini en sans décision avec, on se rappelle, Dana White qui a dû intervenir dans l'octogone puisque Walker et Ankalaev voulaient quand même se battre malgré que l'arbitre avait décidé de terminer le combat. Et lors de la revanche, Ankalaev a vraiment expliqué, si l'on veut, à Walker que c'était lui le plus fort. Donc ça va être vraiment important pour Walker de rebondir fortement face à Ozdemir. Du côté d'Ozdemir, lui, c'est une victoire à son dernier combat par soumission face à Bogdan Guskov. Avant ça, il avait perdu par décision face à Nikita Krylov et avait gagné juste avant par décision contre Paul Craig. Donc ça va être intéressant de voir. C'est un match-up un peu bizarre, si je dirais. Walker qui est vraiment un clown, si on peut le dire, hors et un peu dans le ring, un peu. Et Ozdemir, vraiment, avec sa soumission lors de son dernier combat, a montré qu'il était capable d'être polyvalent dans tous les sens du terme. Merci Étienne. Allons-y maintenant du UFC 303 qui va se passer le samedi 29 juin. Donc cette carte a quand même été assez problématique, si je peux le dire comme ça, puisqu'il n'y a pas un, pas deux, mais 3 matchs qui ont été annulés. Le premier étant Jamal Hill contre Carlos Ulberg, qui a été annulé. Ça a été repris avec Jamal Hill contre Khalil Rountree Jr., mais ce combat-là aussi a été annulé. Donc, on ne verra pas l'ancien champion des poids Milo, Jamal Hill, dans la carte. Dû encore une fois par une blessure. Et parlant de blessure, allons-y avec Conor McGregor et Michael Chandler. Le troisième match annulé encore une fois à cause des blessures de McGregor. Ça aurait été le main event de la carte, mais malheureusement, les fans de la UFC, comme nous-mêmes, on va devoir s'en passer encore une fois. Le dernier match de Conor McGregor à la UFC, c'était contre Dustin Poirier. C'était le 10 juillet 2021, ça fait presque 3 ans. Ça a été une victoire de Dustin Poirier parce que Conor McGregor s'était blessé au round numéro 1. Il s'était blessé à la jambe ou à la cheville. Et pendant que le docteur essayait de le patcher un peu, Dustin Poirier qui célébrait, Conor McGregor avait dit d'ailleurs « Your wife is in my DMs ». Donc, classique McGregor, fallait un peu s'attendre à ça. Donc, c'était quand même le UFC 264. On est rendu quand même au 303. Donc, McGregor qui commence à être quand même assez vieux. Il reste plus beaucoup de fights en lui. Je pense qu'il a 36 ou 37 ans, même plus vieux. Donc, ça serait un potentiel retour. Ça serait maintenant ou jamais pour notre cher Conor McGregor. Donc, allons-y maintenant du UFC 303. Le premier match de cette carte principale, c'est Ian Machado Gary, invaincu, 14 victoires, aucune défaite. Et ce sera contre Michael Page, 22 victoires, 2 défaites. Donc, ça va être un match, d'après moi, qui va être assez serré. Ian Machado Gary, lui, invaincu. 50% de ses matchs ont été gagnés par KO et TKO, mais une statistique qui est quand même assez intéressante à voir, c'est que 43%, donc proche de la moitié de ses victoires, ont été faites par décision. Donc ça peut peut-être jouer un peu dans la balance, alors que dans le cas de Michael Page, 62% de ses victoires par KO et TKO et 24% seulement le quart
sont par décision. Donc ça pourrait peut-être jouer en faveur de Michael Page. Mais Ian Machado Gary, c'est quand même un bon petit striker qui est invaincu. Et souvent, quand tu es invaincu, tu veux garder ce win streak-là intact. Pour le deuxième combat de cette carte, c'est Mayra Bueno Silva contre Macy Chiasson. Chiasson qui est classé numéro 7 dans le Bantamweight Division des femmes et Bueno Silva qui est classé numéro 3. Donc ce match serait quand même assez en faveur de Bueno Silva qui est favori dans ce match. Un record de 10-3-1 alors que Macy Chiasson 10-3-0. Donc c'est pas mal ex-aequo dans les deux. Bueno Silva extrêmement performante au niveau des soumissions. Dans le cas de Macy Chiasson, 40% des victoires par décision. Donc beaucoup de jeux au sol qui peut être favorable pour Bueno Silva dans ce match. Elle qui est classée numéro 3, ça pourrait jouer en sa faveur pour un potentiel match pour le titre. Ensuite, pour ce troisième match du UFC 303, Anthony Smith, qui remplace d'ailleurs Jamal Hill dans cette carte, la UFC qui l'avait appelé, qui va affronter Carlos Ulberg. Et là, honnêtement, j'ai aucun doute ici que Carlos Ulberg, avec un record de 11 victoires, une seule défaite, a pas mal toutes les chances de son côté. Anthony Smith, lui, 38 victoires, 19 défaites. C'est quand même... ça va jouer en l'avantage d'Ulberg, d'après moi. Parce qu'Anthony Smith, quand même, a un certain âge. Carlos Ulberg, qui est extrêmement dominant, qui est classé en ce moment même numéro 11 dans le Light Heavyweight bout. Anthony Smith au numéro 10. Donc, ça va être un combat qui, tout de même, peut tous nous surprendre. On ne sait jamais. Il ne faut jamais vraiment trop croire les odds dans la UFC. Mais ça va être un match quand même assez intéressant à surveiller, malgré l'absence de Jamal Hill. Pour le co-main event du UFC 303, c'est Brian Ortega, classé numéro 3 dans la catégorie des featherweight, contre Diego Lopez, lui, classé numéro 14. Donc ça pourrait être pour Brian Ortega une bonne opportunité avec un record de 16-3 de monter son classement et peut-être pouvoir avoir une opportunité d'avoir un match pour le titre pour le Featherweight Championship. Dans le cas de Diego Lopez, lui 24-6, c'est en ce moment le favori pour gagner ce match. C'est intéressant aussi une statistique à mentionner. 50% des victoires pour les deux combattants sont faites par soumission. Donc, le jeu au sol peut peut-être avoir un avantage pour les deux. Tout de même, Brian Ortega, lui, son temps de combat moyen est de 12,47, alors que Diego Lopez, lui, 5,58. Donc, Brian Ortega, beaucoup plus familier avec les matchs qui durent plus longtemps. Plus facile pour lui d'encaisser les coups et les tentatives au sol. Donc, encore une fois, une belle carte, un beau co-main event. Et pour le main event du UFC 303, c'est Alex Pereira et Jiri Prochazka 2, puisque la dernière fois que ces deux-là se sont affrontés, Pereira a complètement knocké Prochazka à terre. Ce sera peut-être l'opportunité pour Prochazka, ce 29 juin, d'obtenir le titre du Light Heavyweight. Mais Alex Pereira, depuis sa performance complètement canon contre Jamal Hill au UFC 300, où est-ce qu'il a eu son fameux coup de pied au niveau des parties, a arrêté Herb Dean et a complètement gelé Jamal Hill. Donc lui qui a un record en ce moment de 10-2, Prochazka 30 victoires, 4-1. Donc, ça peut vraiment jouer des deux côtés. Alex Pereira, qui est honnêtement, je trouve, le champion le plus dominant de la UFC en ce moment même. C'est un monstre. Ce gars-là est incroyable à voir. C'est un gars qui a une concentration absolument impénétrable. Il peut te finir n'importe quand. Mais dans le cas de Prochazka, une statistique vraiment intéressante à voir encore une fois. 26 victoires par knockout et 23 finitions au premier round. Donc, Alex Pereira, il va vraiment devoir être sur sa garde lors du premier round de ce titre de championnat parce que Prochazka est très, très, très dominant, surtout au premier round.
Important de noter que Alex Pereira a une seule défaite à son actif, c'est contre Israel Adesanya, qui l'avait battu le 8 avril 2023 pour le titre au deuxième round avec un TKO. Mais depuis, Alex Pereira est invaincu. Il a 3 victoires de suite pour le titre. La première de ses victoires s'est passée le 29 juillet de l'année passée contre Blachowicz, parce qu'il a gagné par un split decision pour le titre. Après ça, sa deuxième victoire a été contre Prohaska lui-même, qui l'avait knocké lors du deuxième round. Et sa dernière victoire contre Jamal Hill au premier round du UFC 300, le main event, par TKO. Donc Alex Pereira, comme j'ai dit tantôt, une concentration impénétrable. Ça va être extrêmement difficile pour Prohaska de le battre, mais encore une fois, faut jamais croire les odds. Merci Jay. Moi, je vais parler des combats intéressants dans la carte du UFC 304. Donc, je vais commencer avec Molly McCain contre Bruna Brazil. Molly McCain qui a une fiche de 14-6, tandis que Bruna Brazil a une fiche de 9-4-1. Parlons un peu des 3 derniers combats de Molly McCain. Donc, Molly McCain, le dernier combat fut le 3 février 2024. Elle a gagné par soumission au round 1, 4 minutes et 59 secondes. Ensuite, elle s'est battue le 22 juillet 2023. Elle a perdu malheureusement contre Julija Stoliarenko. Elle a perdu par soumission, aussi round 1, 1 minute 55. Puis le 12 novembre 2022, elle a encore perdu par soumission contre Erin Blanchfield. Round 1, 3 minutes 37. Donc on voit ici que, oui, dernièrement elle a gagné, mais les combats précédents, elle a eu 2 défaites. Ensuite, pour Bruna Brazil, elle a fait 4 combats dans la UFC, dont 2 victoires et 2 défaites. La dernière fois qu'elle s'est battue, c'était en 2024 aussi, le 10 février. Elle a perdu contre Loma Lookboonmee par décision. Ensuite, elle a gagné le 22 juillet 2023 par décision contre Shona Benin, puis une autre défaite le 15 avril 2023 par KO round 2 à 2 minutes 42 contre Denise Gomez. Donc c'est difficile de comparer entre les 2 femmes parce que les 2 ils ont eu 2 défaites, puis donc ça va être un combat très intéressant à regarder. Ensuite, passons au prochain combat, Bobby Green contre Paddy Pimblett. Bobby Green qui a une fiche de 32-15-1, tandis que Paddy Pimblett a une fiche de 21-3. Si on regarde ici l'âge, Bobby Green a 37 et Paddy Pimblett a 29. Dans le fond, il y a une grande différence d'âge, mais on dit que l'âge dérange pas. Fait que Bobby Green a un peu plus d'expérience, mais vu que Bobby Green a 37 ans, peut-être ça serait un de ses derniers combats s'il perd ou il gagne. On sait pas c'est quoi sa décision. Donc ici, les trois derniers matchs de Paddy Pimblett, le 16 décembre 2023, Paddy Pimblett a battu Tony Ferguson par décision. Ensuite, Paddy Pimblett a gagné contre Jared Gordon par décision aussi le 10 décembre 2022. Et ensuite, Paddy Pimblett a gagné contre Jordan Leavitt par soumission, un rear naked choke, round 2 à 2 minutes 46. Et si on regarde ici, Paddy Pimblett est sur une fiche de 5 victoires de suite, malgré que ses 2 derniers combats a été très difficiles niveau physique, parce que les 3 autres d'avant, il a gagné par soumission et par KO. Et maintenant, du côté de Bobby Green, le plus expérimenté,
Les 3 derniers combats de Bobby Green, ça a été contre Jim Miller le 13 avril 2024, qui a gagné par décision. Ensuite, il y a eu Bobby Green contre Jalin Turner, qui a malheureusement perdu par KO round 1 à 2 minutes 49. Et ensuite, il a battu Grant Dawson par KO round 1, 33 secondes le 7 octobre 2023. Donc on voit ici que ça aussi c'est un autre combat que je sais vraiment pas qui va gagner. Oui, Bobby Green a plus d'expérience, mais Paddy Pimblett a une fiche de 5 victoires consécutives comme j'ai mentionné. Puis je pense que ça va continuer. Je pense que Paddy Pimblett il a la chance de battre Bobby Green. Puis aussi, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien voir Paddy Pimblett se battre. Je trouve qu'il est vraiment intéressant à écouter, surtout le combat contre Tony Ferguson. Je trouve qu'il s'est bien démontré. Donc, passons maintenant au 3e combat, qui est Manel Kape contre Mohamed Mokaev. Manel Kape a une fiche de 19-6 et Mohamed Mokaev a une fiche de 12-0 et 1 sans décision. Donc, on voit qu'à l'âge de 23 ans en plus, qu'il a 12 victoires, 0 défaites, ça fait un peu peur à Manel Kape. Regardons les 3 anciens combats de Manel Kape. Manel Kape a gagné par décision contre Felipe Dos Santos le 9 septembre 2023. Ensuite, il a encore gagné par décision le 17 décembre 2022 contre David Devorak. Et ensuite, le 4 décembre 2021, il a gagné par KO round 1, 4 minutes 2 contre Zhalgas Zhumagulov. Donc on voit ici que Manel Kape se bat à chaque an et il a 3 victoires de suite. Maintenant, passons du côté de Mohamed Mokaev qui a aucune défaite dans sa fiche actuelle. Donc les 3 combats précédents, il a gagné par décision le 2 mars 2024 contre Alex Perez. Ensuite, il a gagné par soumission round 3 à 3 minutes 3, un arm triangle contre Tim Elliott. Et ensuite, il a gagné le 18 mars 2023 une autre soumission par neck crank, le round 3, 4 minutes 32 contre Jafel Filo. Fait qu'on voit ici que Mohamed Mokaev, c'est plus un soummisseur parce que l'autre match d'avant, le 22 octobre 2022, il a encore gagné par soumission par armbar, round 3, 4 minutes 26. Puis on voit aussi que c'est beaucoup le round 3 qui réussit à faire sa soumission. Fait que moi, je pense que Manel Kape doit faire attention et de ne pas rester au sol pour ce combat. Donc, ensuite, il y a Arnold Allen contre Giga Chikadze. Chikadze a une fiche de 15-3, tandis que Arnold Allen a une fiche de 19-3. Si on regarde les 3 combats précédents de Giga Chikadze, il a gagné par décision contre Alex Caceres le 26 août 2023. Ensuite, il s'est battu contre Calvin Kattar. Il a perdu par décision. Et ensuite, le 28 août 2021, il a gagné par KO round 3, 1 minute 44 contre Edson Barbosa. Ensuite, du côté de Arnold Allen, ses 3 derniers combats, il a perdu par décision contre Movsar Evloev. Ensuite, il a perdu encore par décision le 15 avril 2023 par Max Holloway. Et ensuite, le 29 octobre 2022, il a gagné par KO round 2, 8 secondes contre Calvin Kattar. Ce qui est intéressant avec ces deux-là, c'est que les deux sont très bons debout. Donc, ce serait vraiment intéressant de voir comment ils sont au sol, s'ils sont capables de se soumettre entre eux. Et aussi, Arnold Allen
a perdu ses 2 derniers combats par décision. Donc, ça serait vraiment intéressant de voir s'il va encore perdre par décision ou si ces 2 défaites de suite vont se transformer en une victoire après. Ensuite, pour le co-main event, pour le Interim UFC Heavyweight Championship, Tom Aspinall contre Curtis Blades. Curtis Blades a une fiche de 18-4 et 1 sans décision, tandis que Tom Aspinall a une fiche de 14-3. Du côté de Curtis Blades, ses 3 derniers combats, ça a été une victoire par KO, round 2, à 36 secondes, le 9 mars 2024 contre Jailton Almeida. Ensuite, il a perdu le 22 avril 2023 par KO, round 1, 3 minutes 8 contre Sergey Pavlovich. Ensuite, le 23 juillet 2022, il s'est battu contre son opposant actuel, Tom Aspinall, et il a gagné par KO, round 1 en 15 secondes. Fait que c'est vraiment intéressant parce que c'est la 2e fois qu'ils vont se battre. Du côté de Tom Aspinall, ses 3 derniers combats, il a gagné contre Sergey Pavlovich par KO, round 1, 1 minute 9. Ensuite, il a gagné encore contre Marcin Tybura par KO, encore round 1, 1 minute 13, le 22 juillet 2023. Et ensuite, comme j'ai mentionné, le 23 juillet 2022, il a perdu par KO, round 1, 15 secondes. Donc, on voit que ce champion s'est jamais rendu jusqu'à round 5. Fait que ça, c'est une astuce qu'il faut surveiller. Est-ce qu'il est capable de se rendre jusqu'au round 5? Et ce qui est intéressant, comme j'ai mentionné, c'est qu'ils se battent encore et que Curtis Blades le KO en round 1 en 15 secondes. Fait que c'est vraiment intéressant, mais faut pas oublier que Curtis Blades, il a gagné à cause que Tom Aspinall, avec un coup de pied qu'il a voulu faire à Curtis Blades, s'est blessé lui-même. Donc, comme j'ai dit, c'est intéressant parce que là, clairement, je pense pas qu'il va se reblesser avec ce même kick. Fait qu'on sait pas qui va gagner. Est-ce que Curtis Blades, c'était grâce à la blessure de Tom Aspinall qu'il a gagné, ou Tom Aspinall va réussir à le battre sans être blessé. Maintenant, passons au combat principal pour la ceinture des poids mi-moyens. Leon Edwards contre Belal Muhammad. Donc là, vu que c'est le combat principal, je vais différencier un peu leur âge. Donc, Belal Muhammad, il a 35 ans et Leon Edwards en a 32. Donc, on voit que Belal a un peu plus d'expérience. Mais comme j'ai dit précédemment, l'âge change rien. Donc, Belal Muhammad a une fiche de 23-3 et 1 sans décision, tandis que Leon Edwards a une fiche de 22-3, 1 sans décision. Fait qu'on voit que Belal Muhammad, il a déjà un combat de plus que Leon Edwards. Donc, regardons un peu les 3 derniers matchs de Belal Muhammad. Belal Muhammad s'est battu le 6 mai 2023. Il a gagné contre Gilbert Burns par décision. Fait qu'on voit que Gilbert Burns, c'est quelqu'un de très costaud aussi. Fait que ça a été... c'est très intéressant de voir que Belal Muhammad a réussi à le battre, même si c'est par décision. Ensuite, il s'est battu le 22 octobre 2022 contre Sean Brady. Il a gagné par KO round 2 en 4 minutes 47. Et ensuite, Belal Muhammad s'est battu contre Vicente Luque le 16 avril 2022. Et Belal Muhammad a gagné par décision. Fait qu'on voit que Belal Muhammad, il a aussi
5 victoires consécutives. Donc, on voit ici que Belal Mohamed, il a 9 victoires consécutives malgré le combat qu'il a eu contre Leon Edwards, mais qui a fini en no contest, round 2, 18 secondes, parce que malheureusement, Leon Edwards a mis un doigt dans son œil par accident et Mohamed n'a pas été capable de continuer le combat malgré qu'il a rentré son doigt dans l'œil. Ensuite, du côté de Leon Edwards, le champion, il a gagné son dernier combat contre Colby Covington le 16 décembre dernier 2023. Ensuite, il a battu Kamaru Usman le 18 mars 2023 par décision aussi. Ensuite, il s'est encore battu contre Kamaru Usman le 20 août 2022 qu'il a gagné par KO, round 5, 4 minutes 4. Ensuite, il a gagné contre Nate Diaz le 12 juin 2021 par décision. Et ensuite, le 13 mars, comme j'ai mentionné, il y a eu le combat contre Belal Mohamed et qui a fini en pas de décision. Sinon, Leon Edwards, malgré le no-contest qu'il a eu, depuis 2016, il a perdu aucun combat. Donc, on voit que ce combat va être très intéressant parce que de 1, c'est un part 2 et de 2, ça l'a fini en no contest, fait qu'on sait pas ça l'aurait fini comment s'il n'y aurait pas eu le no contest. On voit que Leon Edwards a toujours combattu des gens très très gros, très très connus. Donc, moi, à mon avis, je pense que Leon Edwards va être capable de battre Belal Mohamed et de garder sa ceinture. Merci tout le monde. Donc, entre le UFC 303 et 304, il y aura 2 Fight Night qui vont se dérouler. Un le 13 juillet et l'autre le 20 juillet. Celui du 13 juillet va opposer Macy Barber contre Rose Namajunas. Et pour le moment, le 20 juillet, ce qui est comme combat principal, ça serait Brad Tavares contre Park Jun-young. Mais moi, je vais vous amener au UFC après le UFC 304, donc le Fight Night Sanagan contre Nurmagomedov. Pour le moment, on n'a que 5 combats de confirmés pour cette carte, dont Tony Ferguson contre Michael Chiesa, Mackenzie Dern contre Lupita Godinez, Marlon Vera contre Davidson Figueiredo, Vicente Luque contre Nick Diaz et le combat principal, Cory Sanagan contre Umar Nurmagomedov. Donc, je vais y aller rapidement pour tous ces combats. Du côté de Tony Ferguson contre Michael Chiesa, pour les deux, c'est un peu un combat de la dernière chance. Michael Chiesa qui a beaucoup de difficultés depuis son retour. Et c'est la même chose du côté de Tony Ferguson qui est sur un streak de 7 défaites consécutives. Et c'est peut-être d'ailleurs le dernier combat en carrière de Tony Ferguson. Donc, on espère vraiment qu'il réussisse pour la dernière fois peut-être de réussir à remporter une victoire. Du côté de Dern face à Godinez qui est extrêmement dangereuse et Mackenzie Dern, elle, on le sait, très dangereuse au sol, mais beaucoup plus de difficultés debout. Il faut vraiment, on l'a vu lors de son dernier combat, ça a été extrêmement dur debout. Il faut vraiment qu'elle travaille extrêmement fort pour son combat debout, sinon elle risque vraiment de faire comme la dernière fois et de perdre ce combat. Pour ce qui est de Marlon Vera face à Davidson Figueiredo qui est 23-3-1, Marlon Vera lui 23-9-1. Marlon Vera, on se rappellera, son dernier combat c'était contre Sean O'Malley pour la ceinture et il avait été effacé complètement du combat. C'est comme s'il n'était pas là. Sean O'Malley a vraiment dominé de A à Z. Donc, ça va être une belle façon pour lui de se reprendre face à un adversaire extrêmement puissant, Davidson Figueiredo, qui est autant excellent debout qu'au sol.
Pour le co-main event, c'est Vicente Luque qui a quelques difficultés depuis quelques combats contre le revenant Nick Diaz, qui lui, ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vu. On se rappelle son dernier combat à UFC, ça avait été contre Robbie Lawler, où il avait perdu par KO. Donc, on a hâte de voir vraiment si Nick Diaz a encore tout ce qu'il a dans le ventre pour combattre dans le UFC. Et pour ce qui est du main event, Cory Sandhagen contre Umar Nurmagomedov. Nurmagomedov qui est invaincu avec 17 victoires, extrêmement dangereux. Du côté de Sandhagen, lui, c'est 17 victoires, 4 défaites. Et Sandhagen, c'est vraiment un combattant polyvalent, autant au sol que debout. Donc, ça va être un combat extrêmement intéressant à regarder. À savoir si Nurmagomedov va garder son 0 à la fiche de défaite ou bien que Cory Sandhagen ira d'une autre performance extraordinaire pour remporter ce combat. Pour ce qui est du UFC 305, pour le moment, on n'a qu'un seul combat de confirmé et c'est le combat qui sera vraisemblablement le combat principal de cette carte. Ce sera entre Dricus Du Plessis et Israel Adesanya pour la ceinture des poids moyens. Un combat qui aurait été supposé d'être fait un peu plus tôt, mais on se rappelle, Du Plessis s'était blessé et ça avait été Sean Strickland qui avait pris sa place et qui avait battu Adesanya pour la ceinture. Donc, puisque par la suite, Du Plessis s'était battu face à Strickland et l'avait battu par décision, et on se rappelle, ça avait été extrêmement controversé. On pensait vraiment, en tout cas, la plupart des gens pensaient que Strickland avait fait assez dans le combat pour garder sa ceinture. Donc finalement, le combat qu'on attendait au début entre Du Plessis et Adesanya devrait, si tout va bien, arriver au UFC 305 le samedi 17 août. Merci tout le monde pour ces informations. C'est ce qui va conclure aujourd'hui cet épisode. Sur ce, bonne soirée. J'espère, comme à l'habitude, que vous avez été instruits autant que divertis. Merci énormément pour votre écoute. Et comme à l'habitude, nous nous reverrons la semaine prochaine. Merci et bonne soirée.